Donc, c'est à moi que revient d'ouvrir en fait cette journée consacrée à la carte. Nous avions des propositions qui allaient dans ce sens depuis déjà un certain nombre d'années, avec des propositions plus récemment de Jacques Mille. Et puis, on a sollicité un certain nombre de personnes qui travaillent autour de la carte, et donc il y avait de quoi réunir 4 communications. Alors, étant celui qui commence, je vais en profiter en même temps pour replacer aussi un petit peu le contexte. Il y a 20 ans, en 2003, j'avais fait une communication au Cofrigéo sur la carte géologique départementale. Et donc, ma présentation se replace un peu dans cette continuité avec une autre dimension générale. Et les communications qu'on va avoir dans la journée vont permettre de faire des focus successifs sur des cartes géologiques qui ont chacune leur histoire, avec des personnages, comme on va la voir, assez importants. Donc, tout d'abord, ma présentation, j'avais mis dans ce résumé, la cartographie géologique départementale de la France fut pensée comme un inventaire des ressources. Le point de départ, et on l'a sur cette représentation, c'est cette idée de la ressource minérale, et je reviendrai rapidement dessus, qui a conduit aux premières cartes minéralogiques. L'objet dont on parle, c'est un objet qui lui est juste postérieur. La carte géologique départementale, c'est, pour la situer, un objet qui va être publié en France entre les années 1820 et 1870, 1873, 1880, c'est-à-dire au-delà d'un autre projet qui est le projet de la carte géologique de France au 1,80 000. Donc il y a une sorte de tuilage, mais qui a une raison d'être qu'on retrouvera. La carte géologique départementale, on pourrait la voir en 2 actes. Le premier acte, c'est l'initiative locale. Et on pourra en revenir dessus. Un certain nombre de cartes qui sont exposées d'ailleurs et que l'on verra en fin de journée à côté, illustrent ces initiatives locales. Le deuxième acte, c'est le plan national. Partant d'initiatives un peu partout en France, il y a ce qui peut ressembler à une reprise en main, on pourra le discuter, en 1822, puis en 1835, qui vise à faire établir, on pourrait dire de manière rationnelle, une carte géologique de chacun des départements. Et ce plan, ou cette reprise en main, contribue à la constitution véritablement de la cartographie géologique française. Mais ce plan est un plan, lui aussi, en 2 temps, ou 2 étapes, ou 2 volets, puisque là encore, ils ne vont pas respecter la temporalité prévue à l'origine. Il y a d'une part une carte géologique générale de la France, la grande œuvre d'Élie de Beaumont et du Frénois, et puis il y a la carte géologique détaillée des territoires français. Cet acte en 2 temps n'a pas non plus respecté totalement les temps prévus. Il était question de préparer rapidement la première carte qui devait servir de canevas aux suivantes, et je l'évoquerai tout à l'heure, on a un petit télescopage, un retard à la publication qui fait finalement que des cartes ont été produites avant même que le canevas soit prêt pour déterminer la suite du projet. Et on pourra discuter de cet événement. Quoi qu'il en soit, la carte géologique départementale va être produite, bon an, mal an, avec un nombre assez conséquent qui fait qu'on peut considérer que tous les départements français, ou presque, et là il y a des raisons un peu particulières à évoquer, ont eu à un moment ou à un autre leur carte géologique départementale ou plusieurs cartes géologiques départementales. Le deuxième temps de mon propos, que je vais détailler après, c'est la carte géologique au 1,80 000, ou la carte géologique de France à l'échelle du 1,80 000. Car elle aussi, elle est à voir en 2 temps. Il y a eu un temps 1, qui est le temps de l'harmonisation à partir des cartes géologiques départementales qui, comme on pourra le repréciser, présentaient une telle diversité qu'elle ne permettait pas une lecture générale. Elle ne donnait pas de codes généraux. Elle n'avait pas, parce qu'elles sont contemporaines de l'établissement de ces règles, de ces codes, elles ne pouvaient partager de codes, alors que ce qui était ambitionné dès, je l'évoquerai, dès 55 et puis 67, c'est-à-dire 2 grandes expositions universelles, c'était de disposer d'une carte harmonisée. Le temps 1 du 1,80 000, c'est donc un temps d'harmonisation.
Le temps 2, c'est la constitution du service de la carte géologique de France et la constitution de ce service en 1868, qui fait suite à cette volonté d'harmonisation, va déclencher là aussi plusieurs actes. Hein, on est dans les rebondissements ce matin. Il y a bien l'acte 1 de la création de ce service, mais il y a un acte 2 de réaction avec la création de la Société de la carte géologique de France, dont Jean Gaudin nous avait parlé autrefois, il en a publié dans les travaux dessus. Et puis l'acte 3, peut-on dire, c'est quand Jacot, qui est responsable de la carte, après Élie de Beaumont, prend acte en quelque sorte d'une condition qui est qu'on ne peut penser la carte géologique de France à l'échelle du 1/80 000 uniquement entre ingénieurs des mines, comme l'avait pensé Élie de Beaumont. Elle ne peut être réalisée qu'en s'appuyant sur tous les professionnels de la géologie. Et c'est ce dernier aspect que je voudrais discuter avec vous, car en fait, s'appuyer sur les professionnels de la géologie, c'est s'appuyer sur un nouveau professionnel qui est l'universitaire en géologie, qui est le personnage qui va se développer dans cette deuxième moitié, surtout du XXe. Et donc, pour un petit rappel, je ne sais pas non plus, j'ai coupé quelque chose. Alors, Paul, j'ai juste tourné un peu. Ouais. Est-ce que tu peux, là, sur la souris, normalement, tu as la main, non? Vas-y. Pourquoi l'image a disparu? Ouais, là, alors, en cliquant sur la souris, ça devrait être à l'écran. L'ordinateur se reconnecte. C'est un problème de connexion ordinateur. RCD, LDI. Voilà, il revient. Promis. C'est de retour. Gaston, est-ce que tu peux nous dire si tu vois tout là, si tu nous entends, etc. Oui, moi je vous entends et je vois tout, je pense. Okay. Mais alors, est-ce que ça enregistre toujours? Oui, c'était que l'écran, je pense qu'il s'est déconnecté. Ouais, ok. Bon, alors vas-y. Là. Magique. Merci. Donc, si je reviens après cette présentation générale de mon exposé, pour replacer la situation assez rapidement, j'ai remis ici cette carte de Jean-Étienne Guettard, dont vous avez probablement tous entendu parler maintes fois. Il y a eu quantité de travaux, et je renvoie à Rodin Rapaport notamment sur ces travaux. Jean-Étienne Guettard reste dans l'histoire avec cette carte de 1746 comme une des premières illustrations, si on prend l'exemple français, de cette volonté de traduire la statistique, l'inventaire des mines et carrières, l'inventaire des ressources minéralogiques du royaume, plan lancé dès Colbert, qui s'est traduit à la création de l'école des mines par une volonté nettement affichée de mission pour l'école des mines par la suite, cette volonté qui était de cartographier les ressources, les richesses. Mon point de départ, ce sont les ressources et les richesses. La réponse qu'a eue Jean-Étienne Guettard, c'était de porter sur une carte ce qui était par écrit. En quelque sorte, la nouveauté, c'était de rendre visible dans un espace des points qui étaient linéaires dans un cahier. Le rendre visible pose tout de suite un problème, car effectivement, si vous regardez la première de 1746, je vais passer très rapidement, il était obligé d'imaginer ce que Hélène Berger a appelé un semis de symboles disposés sur cette carte, avec des symboles pour évoquer tout aussi bien du cuivre, de l'étain, que des marbres, des graviers, différentes sortes de graviers, de granit et autres. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, de lire. Et il manquait en quelque sorte une des dimensions du visuel que permet la carte, voir directement, alors que là, on est obligé à cette lecture pointilliste, les allers-retours. Ceci étant, je rappelle, sur la trace que l'on voit ici et sur celle de la carte suivante. Non, sans appuyer sur le clic, avec la souris. Je pense. Ah. Voilà. Donc, bon. La suivante. Non, c'est la suivante. La suivante, alors c'est là, clic gauche. Ok. Donc, clic gauche. Voilà, je fais attention de ne pas perturber. Je disais sur celle-ci et la suivante, mais je ne vais pas revenir en retard. Guettard fait véritablement donc de sa carte l'ambition de porter la diversité des ressources, mais en même temps, Guettard, sur la précédente, donc là j'ai remis juste cet extrait qu'on retrouve dans son atlas, la minéralogie
tient le premier rang dans l'étude de l'histoire naturelle, la recherche des mines et des minéraux. Leur découverte, leur exploitation, leur emploi sont des objets dont l'importance a mérité le regard du gouvernement. Et c'est par ces ordres qu'on a entrepris le travail d'une carte minéralogique de France dont on présente les prémices au public. Cette carte, cet atlas que l'on va retrouver ici, a bien cherché à rendre au-delà du ponctuel une information. Simplement, la carte de Guettard, comme on le voit ici avec ses coupes, alors c'est une carte spécialement pour notre président, hein, puisqu'il y a une partie de l'attirage. Et je sais que c'est un territoire auquel il tient. On a une représentation dans l'espace d'un semis de symboles, mais les couleurs que l'on voit sur cette carte ne sont que des couleurs liées à la végétation. Il ne tire pas parti de la couleur, si ce n'est dans ces trois bandes de couleurs, ces trois bandes que l'on voyait en grisâtre sur la carte de 1746, que l'on voit beaucoup mieux en 1780 et 1784, où il identifie que la répartition des ressources n'est pas indépendante de la nature des terrains qui les contiennent. Et c'est le début, en quelque sorte, avec cette carte, d'une carte où on utilise la couleur pour rendre directement accessible une information. La partie jaune sur le Cotentin, et qui se continue en gris sur toute la Bretagne, c'est ce qu'il appelle la bande des schistes, terrain des schistes. On voit que de bandes, vues juste latéralement, on voit une bande de schiste, une bande de marne et une bande de sable. 3 bandes pour toute la France. Mais quand on le regarde sur la carte de France, on identifie derrière sa bande de schiste les massifs cristallins anciens, et derrière ces bandes de marne et ces bandes de grès, on identifie la bande du Jurassique, le 8 du Jurassique parlera-t-il dans ses textes, et le bassin de Paris. La carte de Guettard est à cheval sur le bassin de Paris, la première de 1746, et le bassin de Londres. Il avait nettement identifié la continuité de ces bandes et l'unique grand bassin. Mais la carte de 80, cette grande carte qu'il annonce, eh bien celle-ci, elle a 200 signes différents pour identifier les roches et les minéraux. Et effectivement, quand on regarde cette carte, ce qui nous parle, c'est d'identifier les tâches. On identifie bien notre massif armoricain et le massif central sur cette carte parce qu'au moins, la couleur renvoie à un type de terrain. La carte qui rend compte de la ressource n'est pas parlante individuellement. Alors, j'ai mis juste cette carte comme une espèce de petite pause intellectuelle pour dire si parmi les cartes marquantes dont je vais parler, il y a ce marqueur de Guettard, puis ensuite les marqueurs classiques de Smith ou les marqueurs, bien sûr, de Cuvier et Brognard, il y a toutes sortes de petits travaux. Les ingénieurs des mines vont publier dans le journal des mines, puis dans les annales des mines, un certain nombre de travaux descriptifs sur des portions du territoire français, dans lequel il est possible qu'ils innovent en produisant une carte qui, elle, utilise soit des figurés en grisâtre, soit des figurés qu'il suffisait de colorer et qui permettaient de rendre visibles. Mais il y a aussi ces cartes qu'on ne voit pas, celles qui passent sous les radars, et ça c'est un appel pour les historiens. Ainsi, ces cartes hydro-minérales et statistiques a-t-il été rajouté dessus du département du Maine-et-Loire. Cette carte que l'on doit à Renoux en 1800, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement précoce, elle est en très très mauvais état, elle est à la bibliothèque d'Angers. Donc il y a des travaux, c'est ce que je voulais évoquer, il y a des travaux marquants localement, mais qui n'ont pas de grande diffusion. En revanche, il y a derrière Guettard quelques grands marqueurs, tels que bien sûr le travail de Cuvier et Brognard sur la carte géognosique, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, des environs de Paris. Qu'est-ce qui change fondamentalement avec ces cartes dites géognosiques? Car elle n'est pas la seule, ces cartes viennent d'Allemagne. C'est le choix de représenter par la couleur non pas une ressource minérale, mais les terrains qui renferment la ressource minérale. Dans la continuité, en quelque sorte, de ce que Guettard envisageait avec ces 3 bandes, mais il n'a pas osé aller au-delà. Guettard ne veut pas être spéculatif. Eh bien, il y a une tentation pour certains, une décision, un choix pour d'autres, qui est de dire on va porter le non-vu. Porter le non-vu, c'est véritablement la bascule dans ce langage cartographique. Cuvier et Brognard ont laissé quelques zones blanches et ils disent qu'ils n'ont pas pu explorer ces terrains. Mais on sait bien qu'ils n'ont pas exploré non plus la continuité des zones qu'ils ont portées en couleur. Ils ont produit une information complémentaire. Mais surtout, à travers la petite bande que j'ai mise sur le côté, Cuvier et Brognard vont attirer notre attention très tôt, dès 1810, sur le fossile comme étant
un marqueur de corrélation. On était dans une carte qui est essentiellement, les premières géognosiques, des cartes topographiques. On juxtapose les terrains. L'ambition de Werner, c'est de reconstituer la pile des terrains depuis l'origine, et cela passe par la description d'une disposition spatiale. Avec Cuvier et Brongniart, on change la dimension, ou on donne la possibilité de changer la dimension, en annonçant que l'on peut se servir du fossile pour dater directement un terrain. Bien sûr que si on creuse, ça repose sur la vision qu'en avait Cuvier d'une succession des faunes et des flores. Et cette succession étant vue comme des marqueurs et des arrêts de temps, ça permettait de découper. Et bien sûr, si ce fossile devait disparaître, sa simple présence permettait de faire une corrélation. Tandis que l'autre carte, qui est antérieure, et on a eu des discussions aussi et des publications dans les travaux du Coffrigéo sur la carte de William Smith. William Smith avait fait un travail colossal puisqu'il a établi ce travail seul, ce géomètre qui traverse l'Angleterre. Il a classé dans une vision géognosique héritée de Werner classique tous les terrains comme s'ils étaient juxtaposés les uns aux autres. Il ne pense pas de déplacement majeur de ces terrains. Et pour décrire ces terrains, il s'est trouvé face à la situation qu'il y a un grand nombre de grès. Et pour décrire les grès, on pouvait, comme on le faisait déjà, décrire la kilométrie ou la couleur des grès, il y ajoute le fossile. Donc William Smith a déjà fait du fossile un élément descripteur de la couche qui permettra de déterminer qu'on portera de deux couleurs différentes cette couche qui comportait tel fossile par rapport à cette couche qui comportait tel autre fossile, alors que les deux étaient en grès. La différence, c'est que ça n'est qu'un objet pour William Smith. L'objet qu'il trouve dans la couche permet de décrire la couche, mais ne date pas la couche. D'où la discussion qu'on peut en avoir entre les deux contributions. Je remets un petit morceau de cette carte, magnifique, et de la carte qui va suivre, qui va elle aussi susciter un peu de dynamique du côté français, la carte de Greenhalgh. Greenhalgh est aussi formé dans la tradition de la géognosie wernerienne, il est formé à Göttingen avec Blumenbach. Il a monté cette association, la Schesian Society, qui va devenir la Geological Society en 1807, et il a établi une carte. Là aussi, autre controverse à étudier, sa carte ressemble fort à celle de William Smith. Il y avait pour le bicentenaire en 2015 à la Geological Society la présentation et la discussion de cette carte, et les ressemblances très fortes entre la carte de Greenhalgh et celle de Smith. La carte qu'on oublie souvent, peut-être trop souvent, mais 2022 était le moyen de s'en souvenir. En 1822, c'est la carte qui a été produite par Domalius d'Alois à partir du matériel en partie déjà collecté par Coquebert de Montbray. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Laboulet sur Coquebert de Montbray et ses nombreuses cartes. D'ailleurs, je vous ai mis à droite un extrait de cette carte. Coquebert, chargé de la statistique, avait déjà sur le fond des cartes de Chanler, de l'atlas de Chanler, l'atlas des départements, avait déjà porté toutes sortes d'informations géologiques, alors même que certains levaient leur première carte géognostique départementale et que d'autres, telle l'école des mines, envisageaient évidemment d'établir une carte à l'échelle du territoire. Celle d'Omalius d'Alois, c'est celle d'un homme qui a bâti sa carte à partir d'un grand nombre de statistiques et à partir de nombreuses paires de chaussures, puisqu'il a traversé cet empire français à pied, en accéléré, pour observer par lui-même. Cette carte, elle nous est extrêmement familière, puisque finalement, on voit que de cartes des ressources, et c'était sa mission, établir les ressources de l'empire. Ce que l'on voit, ce ne sont pas des ressources, ce sont des terrains. Et en voyant ces terrains, on sait qu'on a plus de chances de trouver du fer ou de l'argent, ou du plomb, ou, comme on cherche à cette époque, dans les terrains portés en rose, dans ces vieux socles, que dans les terrains de bassin. Et qu'en revanche, pour les calcaires, les pierres, etc. C'est certes une carte pour les ressources, mais ça n'est pas, dans son rendu, véritablement la caractéristique de la carte. C'est une carte qui rend compte de la diversité des sols de l'Empire. Mais c'est aussi une carte qui classe les terrains dans un ordre chronologique, dans une histoire.
Les travaux, et j'ai mis ces quelques travaux au fur et à mesure, les travaux continuent à se faire. Il n'y a pas d'arrêt en France. Des individus poursuivent leur levée, commencée parfois à la fin du XVIIIe, et on voit ainsi la carte de Charpentier, Jean de Charpentier en langue française, mais c'est la famille Charpentier en langue allemande, c'est-à-dire c'est la tradition de la géognosie wernérienne en ligne droite. À travers cet essai sur la constitution géognostique des Pyrénées, on a déjà une carte synthétique. Elle est magnifique si on pouvait zoomer sur celle-ci. Rochant de Villiers, qui lui aussi est formé à l'école de Werner, passé par Freiberg, s'est fixé d'établir une carte géologique générale de la France. Il en a fait le projet dès qu'il est professeur à l'école des mines, il l'a soumis en 1811, mais il faudra 10 ans de plus pour que le conseil de l'école des mines, vous le savez peut-être, prenne en compte cette demande. Et, je disais tout à l'heure, l'arrivée de la carte de William Smith et de la carte de Greenhouse n'est peut-être pas complètement étrangère. L'Angleterre, comme j'avais écrit, avait 2 cartes, que la France était toujours à 0 carte générale. Donc ça a joué probablement dedans. Le but qu'on se propose en traçant ces cartes est de faire connaître la nature du sol dans une contrée. Mais de même que pour les cartes géographiques ordinaires, les cartes géologiques doivent varier dans leur confection suivant le genre d'utilité auquel elles sont destinées. Pourquoi la carte géologique? Des propriétaires, des constructeurs, des exploitants de mines ou de carrières ont besoin de connaître la nature et la disposition de toutes les couches qui se rencontrent dans un canton, tant les couches solides que les dépôts d'alluvions anciens ou modernes. Les savants, au contraire, tiennent bien plus à suivre les diverses formations dans leur prolongement sur une grande étendue afin d'en pouvoir saisir les rapports et de constater les caractères essentiels de chacune d'elles, abstraction faite de toutes les variations locales accidentelles. Il faut à ces derniers une carte générale et aux autres des cartes de détail. Le plan qu'ils déposent, c'est bien avoir 2 cartes pour 2 missions. Même si on vend ça dans un seul packaging, comme on dirait aujourd'hui, c'est qu'un seul plan de cartographie géologique de la France à 2 échelles pour 2 missions. Une des missions fortes reste quand même la connaissance des ressources. Je disais, les cartes ont continué. Pendant que l'on faisait ces projets, et ce projet n'a pas été retenu en 1811, il sera retenu en 1822, et donc on aura enfin la possibilité de lever la carte au nom du Conseil des mines, au nom du ministère des Travaux publics. Élie Beaumont et Dufresnoy vont se lancer dans cette énorme entreprise. Chacun s'est réparti la moitié de la France. Et pour trouver les données, eh bien, on va s'appuyer sur les ingénieurs des mines en poste. Mais on va s'y rendre aussi. Et eux aussi, c'est marteau à la main qu'ils vont parcourir le territoire français. Toujours en parallèle, ce territoire est écarté. Ainsi, Pierre Toussaint Marcel de Terre, qui a déjà la chaire d'histoire naturelle de Montpellier, a entrepris le levé de son territoire. Arcis de Caumont, qui est juriste, mais c'est un naturaliste avant tout, et c'est aussi l'un de ceux qui croient que la province doit prendre en main sa destinée et ne pas attendre un plan qui vienne de Paris, ce qui est extrêmement important, car nombreux sont ces érudits locaux qui vont s'appuyer sur les sociétés savantes locales qui se créent en grand nombre dans les années 1820, 1830, 1840 et qui vont porter une sorte d'espoir qui est que la connaissance locale, on y croit en quelque sorte au discours de la Révolution française, qui ont dit que chaque territoire devait connaître ses ressources pour se développer. Le département doit connaître ses ressources pour se développer. Et à l'initiative locale, on va trouver un grand nombre de ces érudits naturalistes, plus géologues que botanistes parfois, mais ça dépend lesquels, qui vont lever leur carte. Arcis de Caumont fait partie de cela et sa carte est publiée en 27. Édouard Blavier est un ingénieur des mines, déjà en poste. Et si je l'ai placé, c'est qu'il lève aussi sa carte au moment même où Élie Beaumont et Dufresnoy sont en train de penser le canevas général. Pour ce qui est de la carte de la Mayenne, elle sera établie avant le canevas général. Et donc, elle ne pouvait s'appuyer sur les données d'Élie Beaumont. J'avais mis cette carte, puisqu'on nous parlera
de la carte géologique du département de la Loire inférieure, donc de la Loire-Atlantique, celle de Frédéric Caillot, le deuxième conservateur, c'est Déborah Duval qui nous en parlera, et elle nous évoquera sûrement la carte de François-René André Dubuisson, le premier conservateur du musée d'histoire naturelle de Nantes, également auteur d'une carte en 1832. Je disais, un programme en 2 volets. Édith Beaumont est en train de lever la carte avec Dufresnoy. En parallèle, on s'attend à ce qu'on passe à la phase 2 du détail. Mais ça traîne. En 1836, on rend compte de la carte. Elle est achevée, mais elle prendra encore du temps pour l'impression. Alors, d'emblée, il faut que l'on pousse pour que l'on établisse les cartes géologiques départementales. La deuxième phase du plan, avec cette lettre de Legrand au préfet, c'est d'inviter à une décentralisation, mais décentralisation des moyens. Il s'agit de faire porter les frais d'établissement d'une carte, les frais de mission, certes, mais surtout les frais de gravure et d'impression à chaque conseil généraux. Dès 1836, il y en a à peu près 36, facile à retenir, qui vont dire « d'accord, on vote les crédits pour le lever de la carte ». Pour le lever de la carte, pour, comme le rappelle donc Legrand, obtenir pour chaque département des cartes géologiques, topographiques, des cartes qui rendent compte de cette topographie laissée à l'appréciation, car pour rendre compte d'une topographie, il faut des cartes qui soient elles-mêmes topographiques. Certaines parties du territoire français disposent de la carte d'état-major, d'autres travaillent encore sur la carte de Cassini, voire sur la trace Chanlaire, voire font leur propre fond de cartes à partir des documents disponibles. La carte géologique de France, la grande carte, celle d'Édith Beaumont et Dufresnoy, en 4 grandes feuilles que vous pourrez voir dans l'exposition à côté, puisque la SGF dispose d'un exemplaire. Cette carte, pour nous, est éminemment moderne, surtout à la distance où on est en train de l'observer, puisqu'on y reconnaît toutes nos grandes structures. Et ce serait vraiment en regardant sur le détail qu'on verrait les corrections qui vont y être apportées. Eugène de Fourcy va, comme les autres ingénieurs des mines, lever une carte, cette fois-ci, avec un matériel nouveau. Il a le canevas, c'est-à-dire que la carte géologique de Dufresnoy et d'Édith Beaumont va être redécoupée sur les contours départementaux et confiée à chaque ingénieur des mines en charge par le Conseil général, car la plupart du temps, le Conseil général a voté les crédits pour que la carte soit levée par l'ingénieur des mines en poste. Mais pas toujours, car le poids des sociétés savantes fait que parfois, c'est l'érudit local qui a été retenu, voire le premier titulaire de la chaire d'histoire naturelle de la ville. Eugène de Fourcy, c'est sur un fond de carte d'état-major qu'il établit sa carte du Morbihan. Il a établi un grand nombre de cartes et Eugène de Fourcy, comme bien d'autres, va se trouver dans une situation où il ne suffisait pas d'avoir le canevas de la carte géologique établie par Édith Beaumont et Dufresnoy pour carter les terrains de la même manière. Et les cartes qu'on va continuer à établir, même dans les années 1830, 1840, 1850, sont encore laissées pour grande partie à l'appréciation de leur auteur. Et il y a 20 ans, j'avais mis quelques légendes. On peut prendre quasiment toutes les cartes, elles ont toutes des légendes différentes. Et je remets ici cette carte de l'autre de 1846 par Lemery, professeur à l'université. Elle est fort différente de celle d'Ille-et-Vilaine qui avait été établie en fait par Durocher, mais reprise dans cette édition par Massieu. Massieu est professeur à l'université de Rennes. Durocher était bien ingénieur des mines, mais il était chargé de cours, professeur professeur de géologie et minéralogie à l'université de Rennes. J'ai mis ici cette carte du Cher pour montrer que si certains, dans leur carte géologique départementale, sur fond d'état-major ou sur autre fond, ont conservé cette idée d'une statistique, ça n'est pas le cas général. La plupart des cartes ont perdu l'information statistique. On a transformer la carte en une carte qui rend compte de la succession des terrains au cours du temps, la longue chronologie des terrains datés, même si de temps en temps, et celle-ci est presque une curiosité, même si sur des cartes, comme sur cette carte du Cher, eh bien, on voit des tableaux statistiques imprimés sur la carte.
tableaux statistiques qui peuvent nous donner, comme on le voit, aussi bien les contenances des propriétés, imposables, non imposables, ou le nombre de mines, de carrières, de briqueteries, de tuileries. On trouve toutes sortes d'informations également qui nous indiquent signes conventionnels et abréviations. Alors, voilà, si vous arrivez à voir, il y a perception et bureau de poste qui apparaissent aussi dessus. Donc, il y a effectivement pour certaines cartes une allure qui est dans la continuité de la statistique. Mais la plupart des cartes sont construites en fait sur un autre modèle. De la géognosie de Werner qui cherchait dans la disposition des terrains à reconstituer la superposition, dans le temps, on a rajouté l'apport des fossiles pour avoir une tentative de dater tous les terrains. Et fondamentalement, ces cartes géologiques départementales visent à dater. Simplement, comme chacun a posé ses propres règles, il y a un problème d'harmonisation. Et je disais, si en 1868, par décret impérial, il y a création du service de la carte géologique détaillée de la France, c'est parce que Élie de Beaumont a déjà fait un essai en 1855 de 20 cartes du nord-est de la France qu'il a harmonisées. Il a repris les cartes géologiques départementales déjà établies par un grand nombre d'auteurs et il les a fait reporter par des ingénieurs des mines sur le fond O1 80 000 de l'état-major, avec un seul code, le code que lui-même a validé. En 1867, même chose, il y a à peu près un quart des cartes, 64 cartes, qui vont être présentées lors de l'exposition universelle. Petite remarque, en 1867, elles ne sont pas présentées avec les plans des mines, elles ne sont pas présentées avec les objets des mines et carrières, elles sont présentées avec les cartes géographiques. Elles sont identifiées comme des documents académiques et non plus des documents techniques ou des documents statistiques. Cette création du service de la carte, vous le savez, je disais, Jean Godin nous en a parlé, va déclencher une réaction puisque Élie de Beaumont a obtenu la création d'un service dont il a la direction, Béguier de Champourtois en a la sous-direction, et les 5 autres membres de cette commission sont 5 ingénieurs des mines. C'est-à-dire que, alors qu'il y avait une longue tradition de production de cartes géologiques qui s'ancrait sur les ingénieurs des mines, mais aussi sur les universitaires, sur les érudits locaux, cette décision faisait que la carte géologique, pour être harmonisée, devait être pensée par un seul groupe, voire même un seul homme, avec le réseau pentagonal dont on a entendu parler ici, qui s'impose sur cette carte. Alors, j'ai mis cette couverture, donc vous le verrez à côté de cette première livraison en 1874, Élie de Beaumont est décédé, mais on a une livraison par Béguier de Champourtois des premières cartes qui sont livrées aux 80 000, et donc la carte de Paris de 1874, juste un extrait, évidemment moderne pour nous, mais qui sont livrées avec un cahier des charges extrêmement développé. Cahier des charges dans lequel il est précisé, alors on ne voit pas très bien, mais vous verrez ce cahier des charges puisqu'on a quelques feuilles de l'autre côté, il est précisé les subdivisions qui sont autorisées pour toutes les cartes aux 80 000, en grand nombre, puisqu'elles peuvent varier d'une partie de la France à l'autre partie de la France. Il est aussi précisé comment on doit représenter, alors j'ai du mal moi-même à lire, mais comment on doit représenter les moraines, les blocs erratiques, les stries d'élévation, les cônes de déjection, les limites. Il y en a des centaines de signes pour rendre compte de toute la diversité des roches, des minéraux, des dispositions, des sources, des types de sources. Il y a un certain nombre de coupes théoriques qui sont établies également, et donc vous les reverrez à côté, je passe rapidement car je vois on passe. Et puis il y a une commande, toute carte géologique au 1,80 000 devait être accompagnée de documents annexes. Dans ces annexes, il y avait des photographies et coupes de lieux précis, tels que la carrière en question. C'est riche d'informations d'ailleurs pour voir l'évolution de ces carrières. Il y avait des planches annexes de fossiles reproduits, classés, déterminés. Cette carte, on le voit bien, est une carte qui a une toute autre ambition que la statistique des ressources minérales d'origine. La réaction, je le disais, fut la création par tous ceux qui se sont sentis exclus de ce nouveau plan national, de cette société de la carte géologique de France,
société de la carte géologique qui va réunir, quand on regarde la liste des personnes qui en font partie, les 120 premiers qui en font partie, on y trouve à peu près tous les universitaires en charge d'une chaire de minéralogie et de géologie qui étaient aussi auteurs de cartes, eux, leurs prédécesseurs ou leurs étudiants. On y trouve quantité d'érudits locaux, pharmaciens, notaires qui ont levé des cartes et qui étaient de fait exclus. Alors, si j'ai mis cette présentation, c'est que la carte d'Élie de Beaumont et du Fresnoy était la référence. Il fallait établir une nouvelle carte géologique de France qui, à la différence de celle d'Élie de Beaumont et du Fresnoy, qui était le canevas sur lequel il fallait construire les autres cartes, serait désormais une synthèse à partir des cartes déjà établies dans la tradition qu'on connaît des différentes éditions de la carte géologique de France. Mais si on regarde cette édition, donc produite sous Jacot, qui succède à Élie de Beaumont, Jacot a compris, même si Jean Gaudin concluait sur l'éphémère durée de vie de cette société de la carte, éphémère peut-être, mais le message est passé. Jacot a réintroduit dans le service de la carte, avec les différents statuts de titulaires, d'auxiliaires, a réintroduit les universitaires et les érudits locaux. Et on trouvera décrit chez plusieurs auteurs par la suite de ces cartes, ils signaleront comment c'était un honneur pour les plus jeunes et un devoir pour les plus anciens que de participer à la cartographie géologique de la France au 80 000. On a un petit peu de temps. Il est 19. 11h19. Et il faudrait que je finisse. D'ici 5 minutes. OK. Ce sur quoi je veux finir donc en 5 minutes, c'est quand on regarde l'objet, on voit qu'il était programmé, il était demandé avec une commande qui était une statistique des ressources minières de France. Mais quand on regarde l'objet, on voit que ça n'est pas une statistique, ça n'est pas les ressources, c'est bien un discours sur l'histoire du sol de France, la description du sol de France. Mais si on va maintenant regarder les textes qui accompagnent, on voit que d'emblée, dès les premières cartes de géognostique et dans les descriptions qui accompagnent systématiquement les cartes géologiques départementales, l'ambition de leur auteur était aussi de tenir un discours géologique, de faire partager, si je reprends Arcisse de Caumont, donc on est sur un texte de 1825, j'ai fait en sorte que ce travail fût élémentaire, à la portée de tout le monde et qu'il puisse servir à populariser chez nous la géologie. Car j'ai toujours vu avec peine combien le nombre de ceux qui s'y livrent est peu considérable. Et d'expliquer en quoi la géologie doit être une science partagée par tous pour lequel on va constituer des cartes géologiques. Et les sociétés savantes portent véritablement ce message. Mais c'est un message que l'on a retrouvé aussi chez les ingénieurs des mines. Je prends ici dans la carte du Finistère qu'a établi Eugène de Fourcy. Eugène de Fourcy tient un discours sur la géologie générale. Il commence son discours non pas par la description des statistiques géologiques du Finistère, mais par établir une compréhension générale de l'histoire de la Terre, puis des grandes unités de la Terre, et il finit la dernière partie de son descriptif par la statistique. Ceci étant, Eugène de Fourcy est un ingénieur des mines, l'un de ceux qui a établi le plus de cartes et le plus rapidement, c'est un forçat de la carte, et sa référence reste celle de la lettre au préfet de Legrand. Sa légitimité sur le territoire, c'est la lettre au préfet, dans laquelle il était dit que les ingénieurs des mines sont naturellement appelés à s'occuper des cartes départementales. Leurs occupations habituelles, leurs connaissances spéciales leur donnent les moyens d'y prendre une part active et utile et de les mettre en harmonie avec la grande carte géologique. L'intervention des ingénieurs, déjà rétribuée par l'État, apporterait un grand allègement aux charges nouvelles que les localités auraient dû s'imposer si, indépendamment des dépenses matérielles de l'opération, elles devaient pourvoir encore au paiement d'agents spéciaux. Les agents spéciaux, ici, sont en fait des non-membres, bien sûr, on a compris, des non-ingénieurs des mines, s'il fallait défrayer l'universitaire local ou le personnage local. Mais il se trouve que ces personnages locaux n'ont pas attendu. Je vous ai remis ici juste l'occupation des premières chaires d'histoire naturelle et leur date de création, Besançon, Bordeaux, Caen. Parfois, c'est la création d'une chaire
d'histoire naturelle. La chaire d'histoire naturelle peut être tenue par un naturaliste au sens large, et il en est, qui sont tout aussi bien botanistes, zoologistes que géologues, ou par un spécialiste. Des fois, on a créé, et c'est le cas à partir de 1838, des chaires de minéralogie et géologie. Botanique également. J'ai marqué BMG, on associe la botanique avec la géologie et la minéralogie. Et là, il se trouve parfois que le titulaire de la chaire est un botaniste. Et quand c'est un géologue, il arrive aussi qu'il ne fasse jamais de cours de botanique. Ça marche dans les deux sens. Ou qu'il fasse appel à un chargé de cours. Alors, il y a tout un jeu. On a les titulaires, mais on a les chargés de cours qui deviendront suppléants, qui pourraient devenir titulaires. Et quand on regarde ces noms, et que vous prenez la liste des cartes géologiques départementales, puis ensuite des cartes OI 80 000, ils sont tous auteurs de cartes. Et ce qui a changé est véritablement là. Cet universitaire va gagner une légitimité. Il est un professionnel. Un des reproches qui était fait aux non-ingénieurs des mines, c'est de ne pas être un professionnel de la géologie. Celui-ci va l'être, mais celui-ci va additionner recherche et carte. Quand je dis recherche, chacun dans son discours va montrer que ce qui importe, c'est bien d'affecter tel terrain à telle période. Les véritables discussions, les articles qu'il publie, c'est de la révision de l'affectation des terrains du Carbonifère à telle période. Tout le discours est replacé, discuté entre chercheurs, s'il est plus vieux ou plus jeune, ou de l'étendue des terrains du Sparnacien, et pour discuter que dans les travaux précédents, on les arrêtait ici alors qu'il les a vus. Mais on ne trouve pas de discussion sur des ressources au sens minier, au sens statistique. L'objet n'est pas la statistique. L'objet, c'est bien de préciser le discours sur l'histoire de la géologie française. Et qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne à travers des traités. Si on regarde les traités qui sont publiés, la géologie devient une science qui s'enseigne à travers ces chaires. Et la carte géologique est l'expression du discours sur le territoire en expression graphique. La carte géologique qui était pensée au départ ou qui était commandée au départ pour être un inventaire des ressources est en fait devenu un objet académique qui sert à l'enseignement, qui sert pour l'enseignement, qui sert pour la recherche. Et nous travaillons actuellement sur un autre projet avec Philippe et Françoise vont nous rejoindre dans peu de temps, le projet Coécitaire, qui est un projet mené par l'Université de Lille et la Société géologique du Nord de numérisation des carnets de cours et prise de notes de cours de ces premiers géologues de chaires universitaires pour identifier la contribution de ces chaires à la constitution de la science géologique. Et je prends ici la figure incontournable de Gosselet. Je dis incontournable car Gosselet, d'un côté, a la chaire de géologie, a levé les cartes géologiques du nord de la France, a publié des traités à destination des étudiants d'université, mais Gosselet a aussi produit un cours élémentaire de géologie à l'usage de l'enseignement secondaire. Il se trouve que mon autre domaine de recherche est l'enseignement de la géologie dans le secondaire depuis la Révolution française, et en 1880, dans la classe de 4e, on va étudier la description des sols de France. Par sol de France, c'est la carte géologique de France qui est au programme. Et c'est bien ce qui est enseigné par Gosselet. Et si on revient sur qui forme-t-on à l'université? Des géologues et des futurs candidats à l'agrégation qui vient de s'ouvrir avec une agrégation spécialisée de sciences naturelles, dans laquelle la carte géologique fera partie des premières épreuves et des connaissances. Et je finis avec cette carte géologique de la France qui nous est extrêmement commune, est tirée du cours complet d'histoire naturelle de Gaston Bonnier de 1893. Mais ce cours est destiné, vous le lisez, aux candidats au baccalauréat, aux élèves de mathématiques élémentaires, aux écoles normales, des candidats au brevet supérieur, des lycées de jeunes filles, des écoles d'agriculture, des écoles primaires supérieures, des candidats à l'école centrale. C'est-à-dire tout à la fois à l'ordre primaire, à l'ordre secondaire. La carte géologique est devenue un objet emblématique de la géologie, un objet d'enseignement. Elle est sortie totalement de sa mission d'origine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour la compréhension.
l'histoire des cartes géologiques de notre pays. C'est absolument passionnant. Vous avez des questions ou des demandes à formuler auprès de Pierre? Alors, d'abord, Mme Rothberg. C'est une question naïve. Est-ce qu'on a changé les cartes géologiques au XXe et au XXIe siècle? C'est-à-dire, est-ce que les étudiants vont être toujours sur ces cartes ou Non. ça a complètement changé? Non. Donc là, je vais parler des cartes géologiques départementales. Elles sont vraiment 19e. La couverture de la France, qu'on appelle la carte géologique de la France au 1,80 000, donc la découpe en 266 feuilles, il en manquait une quelque part. Elle est prête, cette découpe, en 1925, on a quasiment toutes les cartes. Donc l'enseignement universitaire pour les années 1880, 1830, 1840 et jusqu'à l'après-guerre va se faire sur le 80 000. Parce que le 50 000 avait été envisagé très tôt, on a levé la Ciotat en 1905, mais le 50 000 tarde à se mettre en place. Et véritablement, le 50 000 va se mettre en place que quand le service géologique de la carte va devenir BRGM en 1968, un siècle après, en gros, où là, il y a un gros effort de fait sur le 50 000 et le 50 000 va venir remplacer dans les cours universitaires le 80 000. Mais on a utilisé par endroits le 80 000 jusqu'aux années 1980, 1990, parce que d'abord, elle n'est pas à la même échelle. Donc voilà. Et puis d'autres fois, on n'a pas le choix parce qu'il n'y avait toujours pas la carte. Alors, je pense à la carte de Sisteron, le 50 000 de Patrick Gigot n'est toujours pas publié et il est toujours sur sa vieille carte au 80 000. En fait, non, pas maintenant. Mais il avait toujours cette carte-là. Donc, en fait, il y a eu d'autres cartes, mais on a gardé aussi les cartes. Et parfois, on les a gardées parce que certains préféraient la première édition du 80 000 à la troisième, parce que sur la troisième, un auteur avait décidé de modifier l'interprétation qu'on avait de telle faille ou le contact entre tel terrain, et que selon l'auteur, il était plus pertinent de revenir à l'édition précédente. Non, simplement une remarque. Moi, j'ai fait l'enseignement de cartes géologiques pendant des années et des années, et j'avoue que j'ai toujours préféré le 80 millième au 50 millième, parce que le système de Hachure donne une représentation beaucoup plus exacte de l'interprétation géologique du relief. C'est sûr. Et en même temps, Jacques, elle rendait plus difficile à nos étudiants la construction de la coupe. Et donc, le 50 000, c'est vrai qu'on pouvait reporter point par point. C'était plus aisé que de raisonner sur le 80 000. Ça réclamait une préparation intellectuelle beaucoup plus importante. Oui, Jacques Mille. Oui, il n'était pas ministre. bien le À 1 heure de retard. Une question entre la carte d'Omalus, la loi 1822, et la carte à 6 feuilles de Dufresnoy et de Beaumont. Est-ce qu'il y a eu une carte générale de France géologique? Non. Non. Alors moi j'en ai une. Non. J'en ai une en fait. J'ai 2 feuilles sur 12. Et je ne suis pas arrivé à savoir qui pouvait l'avoir fait. Donc, si quelqu'un dans l'instance peut m'éclairer. On peut la regarder, on pourra la regarder, la mettre en exposition en regardant sur le fond. Jusqu'à l'Alsace, il y a 2 feuilles. Et elle est sur un fond de carte qui est de Dufresnoy et dont on sait qu'il a été édité en 1828. Donc, elle est postérieure à 1828. Mais elle est certainement antérieure à la carte de Dufresnoy et Beaumont. Il n'y a pas de légende, il y a des lettres, le Jurassique, Crétacé, etc. Je vous la laisse. Eh bien, on va la regarder. On va la regarder, donc ça nous fera un travaux pratique. Cet après-midi, on peut le regarder sur les tables à côté. Enchaîner pour pas prendre. Non, tu as une question de. Pardon. C'est une question. Oui, pardon, Déborah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Alors, on vous entend. deuxième remarque, je termine. Pardon. Dans la liste des chaires pour Strasbourg, vous avez mis Dobré. Je pense que c'est Vols qui a eu la première. Officiellement, dans l'arrêté, il faut voir. J'ai repris les arrêtés. Mais en fait, il est arrivé assez souvent que quelqu'un occupe une chaire sans être officiellement nommé sur la chaire. Donc, voilà. Déborah, oui. Pardon. Ok. Pardon. La carte de 50 millième.
Ça doit être la Ciotat, la feuille de 1905, je crois. Et après, c'est devenu- Et il n'y en a que 2 sur Marseille qui sont levés, et après, il y a un blanc. En fait, il n'y a pas de carte levée dans les années 50 000, et de publier, pardon, dans les années 10, les années 20. Donc après, ça devient, c'est du sporadique. Déborah? Ok. Merci beaucoup de votre présentation. C'était vraiment c'était tout à fait passionnant. Pardon. Pardon, veuillez m'excuser. J'avais une série de petites questions. Alors, ayant travaillé sur le cas un peu bizarre du musée de Nantes qui produit deux cartes géologiques, je voulais savoir si dans votre travail d'inventaire des cartes, vous aviez croisé d'autres directeurs de musées qui avaient fait des cartes de ce type-là. Ça m'intéresserait beaucoup, ou d'autres travaux cartographiques. Là, il y a Pardon. il y a l'incontournable qui est Henri Lecoq à Clermont-Ferrand, qui est tout à la fois le conservateur de son propre musée qui devient le musée municipal et donc le musée d'histoire naturelle, et qui a aussi il est le premier titulaire de la chaire municipale d'histoire naturelle. Donc il y a au moins ce personnage-là. Ça, je peux rechercher dans la base de données si on a d'autres conservateurs qui soient aussi importants. On a des tas de statuts, de fonctions. Je vois ces 3-là en conservateur, enfin les 2 nantais et puis Lecoq. Ouais, Lecoq m'avait échappé, mais oui, merci beaucoup. Je vais aller enquêter. Et alors, j'avais une autre petite question qui était, en vous écoutant sur, en gros, cette espèce de migration de l'objet cartographique comme étant de la technique à un objet finalement scolaire et d'enseignement. Et je faisais un rapprochement avec le travail de Dejan Lukic qui a travaillé sur la géologie en Serbie. Et lui a documenté des campagnes de collecte d'informations géologiques sur la base de collectes menées depuis les écoles, en fait. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui avait aussi existé en France, c'est-à-dire que finalement, il y a une espèce d'appropriation de cette collecte de l'information géologique qui est mobilisée pour produire des collections, mais aussi une cartographie depuis le scolaire, je pense, peut-être à la Troisième République, mais pas exclusivement. De ce que je connais, ce qu'on peut dissocier, c'est qu'il y a 2 types d'élèves, en gros. Dans la tradition française, les étudiants de géologie, on le voit dès les années 1860, 1870, 1880, ça dépend des auteurs. L'étudiant de géologie, alors on est sur des petites promotions, il faut se replacer aussi. On se met en 1880 en France, quand il y a 4 ou 5 étudiants qui suivent le cours de géologie et minéralogie, c'est beaucoup pour nos universités. Et ils sont associés aux travaux du professeur, à son assistant. Et donc, ils participent du lever des cartes. Et les grands auteurs, je citais Gosselet tout à l'heure, les étudiants de Gosselet, ses élèves à Gosselet, ont tous levé des cartes. Et cette tradition a perduré jusqu'à hier, qui était dans la tradition que quand on lève une carte, les étudiants autrefois de 3e cycle, puis les étudiants des masters recherche, lève la carte avec l'auteur, un certain nombre de géologues qui ont levé des cartes, on lève avec les auteurs. Donc, il y avait cette continuité. Par contre, il y a autre chose, il y a le scolaire dont vous parlez. En France, il y a une dissociation, on n'a jamais compté sur les scolaires de l'enseignement secondaire pour apporter des matériaux à l'enseignement supérieur. En revanche, on les a invités à faire comme le géologue. On les a invités à constituer des collections dès 1880. On invite le professeur à sortir lors des beaux jours à la campagne avec ses élèves pour collecter les échantillons, constituer le musée de la classe et établir plusieurs fois dans les programmes, on l'a en 1880, on l'a encore dans les années 1960, puis encore en 1980, une invitation à établir une petite carte géologique locale pour faire comme le géologue. Mais le but est de se former à qu'est-ce que c'est que la géologie en faisant comme le géologue, mais jamais à collecter des matériaux pour la recherche. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Bien, on va passer la parole à Gaston Renard qui va nous parler de la carte géologique de la Vendée. Je veux juste une remarque personnelle à propos sur la carte du Mondial, bien sûr. C'est une coïncidence. Hier, j'ai transcrit les 4 lettres de Frédéric, qui était le 3e homme dans l'affaire, à son frère. Son frère a donné les instructions et donc Frédéric Cuvier
Paris à 6 heures du matin, avec un cheval, et puis il suit la marne. Il rend compte en personnel de ces prospections de logique. Donc, on insiste vraiment, et c'est à la date en train de se faire, avec toi, étudier, échanger les Georges, de suivre les formations du gypse et de repérer toutes les carrières dont fait du plâtre, et aussi les carrières velières calcaire-osseuse, qui sont pas chaud, et des formations. Véritablement, quelques fossiles, c'est fascinant, ça va sortir du prochain volume, mais on a là, sur la grande carte, des documents de la carte en train de se faire avec moi, c'est extraordinaire, c'est complètement inédit.